arrive dans les années 50. Il y a un décret qui est publié dans le Code de la santé publique. Les pharmaciens sont tenus de prêter leur concours au service de médecine sociale et de collaborer à la préservation de la santé publique. Donc c'est inscrit dans la loi. 3 figures pharmaceutiques emblématiques vont émerger pour l'organisation de l'éducation du patient. Le docteur Pierre Rolland en particulier, qui aura 3 diplômes, le diplôme de pharmacien en 1911, le diplôme de chirurgien dentiste, le diplôme de docteur en médecine et également, d'où son titre de docteur Pierre Rolland. Il va commencer son activité en tant que chef d'entreprise de produits pharmaceutiques, des produits destinés aux dentistes. Il va devenir membre du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Il va commencer par être trésorier et il deviendra par la suite président du Conseil de l'ordre. Dans les années 50, il prend en compte ce rôle d'éducateur du pharmacien et il va partir en croisade pour montrer le rôle du pharmacien dans l'éducation sanitaire. Il va multiplier les communications sur ce sujet. Voici par exemple une photographie de lui en train de présenter soit des expositions, soit des communications. Là c'est en 1954. Je crois, donc la première conférence de l'Union internationale pour l'éducation sanitaire populaire qui se déroule à Paris. Et puis après, il va faire plusieurs communications. Entre 54 et 58, il va être président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Et à la fin de son mandat, il va créer le comité d'éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française, le CESSPF, qui est devenu aujourd'hui le CESPHARM, donc qui est vraiment un comité très important pour fournir de la documentation aux pharmaciens. Un autre personnage important, le professeur André Quevauvilliers, qui lui aussi est pharmacien, qui est aussi docteur ès sciences. Il va être nommé déjà à la chaire d'hygiène à la fin des années 50 et en 1961 il obtient un changement d'intitulé de cette chaire qui s'appelle chaire d'hygiène. Elle va s'appeler chaire d'hygiène et d'éducation sanitaire. Donc c'est vraiment un glissement important d'inclure l'éducation sanitaire dans l'enseignement à la faculté pour les élèves pharmaciens. Et en 62, il va créer les enseignements de secourisme à la faculté de pharmacie. Une autre personnalité, une femme qui apparaît un petit peu dans cette organisation, c'est Jeannine Dufouille, qui est elle aussi pharmacienne, diplômée en 1950, qui a exercé en officine pendant 7 ans. Et là, elle a pris conscience justement du rôle d'éducateur donc au comptoir, savoir que c'est très important de former les patients, non seulement de les renseigner, mais de les former aussi, de l'éduquer à la santé. Et elle sera secrétaire générale du CESSPF pendant 27 ans. Donc c'est une cheville ouvrière qu'il ne faut pas négliger et c'est pourquoi j'ai tenu à la citer. Il y a eu 2 décennies de transformation dans la transmission de cette information, les années 60, puisqu'on vient de le voir, les étudiants en pharmacie reçoivent une formation en éducation sanitaire, donc ça c'est vraiment très, très important. Alors les années 70 seront un petit peu différentes puisqu'il va y avoir le choc pétrolier et l'État souhaite bien évidemment réduire les dépenses de santé. Pour ça, il y a des déremboursements massifs qui s'opèrent, mais il ne s'agit pas que de dérembourser, il s'agit aussi de responsabiliser davantage les patients, de davantage prendre en compte leur santé par eux-mêmes. Alors, parmi cette responsabilisation, il y a en 1975 la première campagne nationale contre le tabagisme. Et surtout en 1977, quelque chose qui apparaît, qui est créé par le CESSPF, donc cette fois-ci plus pour les pharmaciens, mais avisé à destination des patients, c'est un bulletin qui est fait de double page, qui s'appelle le bulletin Info Santé. C'est donc le premier bulletin
qui est fait de la sorte, qui est donc sans aucune influence de firmes pharmaceutiques. Et ce document était distribué gratuitement aux patients par les pharmaciens d'officine. Donc le premier bulletin s'inscrit bien dans la problématique de responsabilisation des patients, puisque il mentionne que les accidents par intoxication sont des véritables dangers pour les enfants et que c'est, je crois, la deuxième cause d'hospitalisation à l'époque pour les enfants. Ce comité d'éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française va devenir une commission du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Donc ça se rattache à quelque chose d'officiel. Et en 79, c'est ce qui s'appelle le club pharmaceutique, ça a changé un petit peu de dénomination, qui va s'installer à la fac de Châtenay pour réaliser ce bulletin. Pourquoi la fac de Châtenay? C'est parce qu'ils demandent à des étudiants en pharmacie de participer à la rédaction de ce bulletin. Donc on implique assez tôt les pharmaciens dans ce rôle d'éducation à la santé. Là, c'est juste un petit clin d'œil, parce que ça me faisait rire de voir le numéro 33 qui est spécial pharmacien, donc voilà. Donc spécialisé pour présenter le pharmacien aux patients. Quel est le rôle du pharmacien? C'est un petit peu une image un petit peu vieillotte de la pharmacie, mais bon, voilà. Il le présentait comme ça, et la conclusion insiste bien. On n'est pas un commerçant comme les autres, car il refuse la vente pour protéger la santé publique. C'est le seul commerçant qui a le droit de refus de vente, le pharmacien, il faut le savoir. On arrive aux années 80. Les années 80 sont des années très très particulières sur l'information des patients. C'est là que ça va vraiment basculer, à cause, donc les années 80 sont les années SIDA, parce que il va y avoir les associations de patients qui vont beaucoup s'impliquer avec les professionnels de santé pour modifier la façon dont les patients sont éduqués par les professionnels de santé, pour qu'il y ait davantage de concertation, de dialogue avec les professionnels de santé, et que ça ne soit pas très directif, que les patients prennent leur part d'interrogation, qu'ils soient écoutés, et aussi que ils partagent les informations. Donc il y a vraiment un aller-retour entre le professionnel de santé et le patient. Il y a en 86, je rappelle juste la notion de la charte d'Ottawa pour la promotion de la santé, ça c'est pour remettre dans le contexte mondial. Il y a quelque chose d'important aussi, c'est la notion de chronicité des maladies. Jusque dans les années 50-60, on parlait pas tellement de maladies chroniques, mais on en parlait pour le diabète. Dans les années 50, c'est là qu'il y a la, entre guillemets, découverte de l'hypertension artérielle, et qu'on fait en sorte que l'hypertension artérielle devienne une maladie chronique. Et donc dans les années 60, 70, 80, il va y avoir de plus en plus de maladies qui vont être entre guillemets chronicisées, c'est-à-dire avec un traitement régulier que les patients doivent prendre. Donc il faut que les patients apprennent à vivre correctement avec leur maladie chronique. Effectivement, le sida va être une maladie chronique, pas guérie, mais au moins c'est chronique, et on arrive à augmenter la vie des patients. Donc simplement pour préciser l'évolution des années 87, le bulletin Info Santé se fait l'écho du sida, et puis en 94 encore plus parler de cette maladie. Donc dans les années 90, à nouveau un nouvel Info Santé sur thématique votre pharmacien, et cette fois-ci il est bien différent de celui que je vous ai montré tout à l'heure, puisqu'on voit bien le dialogue entre, cette fois-ci c'est une jeune femme, puisque la profession s'est largement féminisée, une jeune pharmacienne, et donc les patients en face, une femme et un enfant, et la pharmacienne qui explique les choses aux patients. On voit aussi que le bulletin donc le tirage du bulletin a considérablement augmenté, puisqu'il est passé de 350 000 exemplaires
à sa sortie en 1977 à 750 000. Donc là, une large diffusion auprès du public. De 1998 à 2018, on arrive à nos jours. Donc en 1998, il y a l'OMS qui va définir la notion d'éducation thérapeutique du patient. Donc on n'est plus dans l'éducation sanitaire, on est dans l'éducation thérapeutique du patient. Ça veut dire que le patient doit savoir gérer son traitement, ce qui n'était pas le cas jusque-là. L'éducation thérapeutique, je vous lis la définition de l'OMS, vise à aider les patients à acquérir ou à maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Donc je vous disais au début de cet exposé qu'en 2009, le pharmacien est légalement reconnu comme acteur d'éducation thérapeutique du patient. Et quelque chose va changer un petit peu la donne, c'est puisque je vous parlais du hiatus entre la profession de pharmacien et la rémunération du pharmacien dans son rôle d'éducateur. En 2012, il y a une convention pharmaceutique qui va être signée entre les différents syndicats de pharmaciens et l'assurance maladie pour organiser ce qui va s'appeler des entretiens pharmaceutiques. Là, le pharmacien va être rémunéré par la sécurité sociale à hauteur de 40 € par an et par patient avec lequel ils ont un entretien pharmaceutique. Alors au début, c'était simplement destiné à quelques pathologies, l'asthme, voilà, et ça a un petit peu évolué depuis. Donc ça, ce sont des exemples d'affichettes que propose l'assurance maladie pour que les patients se tournent vers le pharmacien pour qu'il les aide à suivre le traitement chronique et qu'ils soient accompagnés. Un exemple de début d'accompagnement personnalisé donc de ces entretiens pharmaceutiques. Alors, pour conclure cet exposé, je reviens rapidement sur ce que je vous ai dit pour faire une petite synthèse. Donc, au début du XXe siècle, on parle de propagande sanitaire. Ce sont des initiatives isolées, dispersées de quelques pharmaciens. Dans l'entre-deux-guerres, il y a ces groupements de pharmaciens qui éditent des brochures. Donc là, on a un peu plus de synthèse. Après la Seconde Guerre mondiale, on change, on parle d'éducation sanitaire. Dans les années 50-60, il va y avoir l'éducation des éducateurs, donc sans influence de firmes pharmaceutiques. Et dans les années 70, la responsabilisation des patients avec une promotion de la santé. Et surtout les années 80 qui modifient la façon de dialoguer avec les professionnels de santé. Et en 2012, je viens de vous le dire, la rémunération du pharmacien. Pour conclure ceci, l'officine donc est un lieu de transmission des savoirs qu'on n'attendait pas, mais qui est finalement un lieu de transmission à nul autre pareil, par sa proximité en particulier et sa facilité d'accès. Elle est aussi une interface entre le secteur privé et le monde social, donc elle joue un grand rôle dans le monde social, dans le domaine social. Et l'éducation des patients via les entretiens thérapeutiques devrait, dans une certaine proportion, devenir une activité incontournable de chaque officine. Et on voit dans les dernières nouvelles entre la présidente de l'Ordre et le ministère de la Santé que ce rôle va s'accentuer au fil du temps.